Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est un peu tard, que vous avez eu une grande journée, donc le but du jeu c'est d'être un peu relax, un peu fun et tout en apportant une nouvelle façon de penser certaines choses. Donc avant tout, je vais me présenter. Je suis Fred Cecilia. Actuellement, je suis CTO d'une startup qui s'appelle Cepage. Je travaille sur des moteurs de recommandation sans machine learning. Si vous voulez plus de précision, passez me voir après. Et vous avez mon Twitter et ce qui va derrière. L'objectif du talk aujourd'hui, c'est d'essayer de vous bousculer un peu dans vos habitudes de création d'applications. Pour ça, je vais commencer à employer des gros mots, genre event sourcing, CQRS, et vous montrer comment, avec AK Persistence, on peut mettre ça en place simplement. Si je dois donner un contexte actuellement, je travaille beaucoup dans le milieu des startups. Actuellement, lorsqu'on parle d'un développeur d'une application à faire, on n'a même pas encore fini d'exposer la chose, que dans sa tête, c'est déjà « Ok, bon, je vais prendre AngularJS qui va envoyer sur du REST, je vais utiliser PayFramework, je vais mettre ça dans ma base de données et compagnie. » Et on est dans une belle phase où ça, c'est quelque chose d'acquis. Hein, front Angular, je vais y avoir ça derrière. Et je le mets dans ma base de données, ma SQL, bien comme il faut. Sauf que je pense qu'on va arriver à une nouvelle ère du développeur 3.0. C'est le développeur, pour moi, qui a une affinité vers tout ce qui est data, qui va se rendre compte que si on développe quelque chose, c'est pas juste pour pouvoir faire du code, mais que derrière, ça a une implication business ou une implication quelconque, mais qu'il faut essayer d'aller voir un peu plus large que ça. Et un des concepts que je pense que le développeur 3.0 va mettre en place régulièrement, c'est l'event sourcing. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'event sourcing ici, entendu parler? Bon, une grande majorité, donc il y a plein de développeurs 3.0 qui sont dans la salle. Ça, en général, quand on parle d'event sourcing, très souvent, les gens commencent à faire des grimaces parce qu'ils imaginent des choses un peu bizarres comme ça. En définitive, l'event sourcing, c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut considérer qu'on a une fonction qui prend en paramètre un état et une commande, et derrière qui renvoie un autre état et une liste d'events. Attention, quand je parle d'events, différence entre event et commande, pour faire simple, une commande, ce sera rajoute-moi tel utilisateur. Un event, ce sera l'utilisateur a été rajouté. Très souvent, vous allez voir dans la littérature que c'est au passé, c'est bien pour considérer que c'est quelque chose qui a été fait, qui a été acquis, et qu'on pourra réutiliser comme un fait probant, genre historique même. Je fais la différence entre un event et un log, tout simplement parce qu'à partir d'event, on peut déduire un certain nombre de choses qui ressemblent à des logs. L'inverse n'est pas forcément faisable, puisqu'en général, on se rend compte qu'on a besoin de loguer un truc, on le rajoute dans notre application, mais on a les données à partir du moment qu'on le rajoute. Alors qu'un event, c'est quelque chose qu'on a, qu'on garde et qu'on peut réutiliser, qu'on voudra. Je vous montrerai ça plus tard. Lorsqu'on parle d'event à ce moment-là, c'est que du add, c'est-à-dire que je rajoute des events que j'empile, un après l'autre. Je ne supprime jamais d'event. Techniquement, vous pouvez supprimer, mais en termes de philosophie de vie de développeur 3.0, les events, je les garde. À la rigueur, si je me suis trompé dans un event, je vais mettre un autre event qui va pouvoir corriger. Mais on garde un historique. Enfin, vous avez vu Retour dans le futur comme moi. Lorsqu'on modifie un truc dans le passé, ça cause toujours des problèmes. Donc, on rajoute des choses, mais on ne modifie pas le passé. Et le but d'avoir des events comme ça, c'est qu'une fois qu'on les a, on peut pouvoir les dépiler quand on veut. Alors, j'ai un event qui correspond à mon application, je veux faire des stats dessus. Je ne vais pas dire, mais je n'avais pas mis de log pour pouvoir voir combien de fois qu'on a rajouté un élément dans un panier. Je récupère simplement mes events, je récupère juste les events qui correspondent à quelqu'un à rajouter dans un panier et ça me permet d'avoir ma moyenne. C'est juste un dépilement d'events. Très souvent, lorsqu'on parle d'event sourcing, on parle de CQRS. Pourquoi? Parce que l'event sourcing correspond beaucoup à une partie d'écriture, mais ensuite les données, on veut pouvoir les utiliser en lecture aussi. Si je regarde mon panier, ok, j'ai l'event... quelqu'un a rajouté un produit dans un panier, mais je veux pouvoir ensuite, à la page suivante, afficher les produits qui étaient dans le panier. On va pas. Donc la technique ici, c'est de bien faire la distinction dans votre Fabulous app entre l'écriture et la lecture qui sont complètement ça peut être sur des serveurs complètement différents.
Donc, je peux écrire dans un journal de log en utilisant un event store ou d'autres éléments et récupérer ma donnée de lecture dans un Mongo, dans un MySQL, dans un Redis, parce que c'est deux choses différentes. Et le but du jeu, c'est voir comment on peut faire, comment se passe le dialogue entre mon journal que j'écris et ma base de données que j'ai l'habitude d'avoir. AK Persistence, c'est un framework qui a été initialement mis en place pour pouvoir simplement dire que je peux sauvegarder des messages que j'ai. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, c'est toujours un projet qui est expérimental. Au fur et à mesure des changements d'API, de tout ce qui va avec, ça s'est rapproché beaucoup d'un projet qui s'appelait Event Sourced et qui permettait de faire de l'event sourcing avec des acteurs AK. Pour pouvoir utiliser les éléments que j'ai présentés tout à l'heure là, c'est-à-dire faire de l'event sourcing et avoir du CQRS, de base, il faut juste retenir que tout ce qui est écriture, ça passe par un persistent actor. Et une partie de ce qui est lecture peut passer par des persistent view. Et les éléments importants pour pouvoir créer un persistent actor, c'est juste un ID pour dire, lui, c'est un acteur qui va écrire des choses. On donne son identité. C'est très utile, j'expliquerai pourquoi après. Une méthode qui ressemble au receive qu'on avait qui sont actuellement dans AK, qui permet de dire, lorsque je reçois une commande, qu'est-ce que je fais? Et une autre méthode qui est Save Receive Recover, qui est là pour dire, lorsque je vais redépiler mes différents événements, qu'est-ce que je fais? Au niveau des views, c'est le même principe. Savoir, OK, je dois aller récupérer le journal de quel acteur qui a écrit. Moi-même, je peux avoir mon ID parce que je peux faire des snapshots et pouvoir les récupérer. Et un receive qui correspond au receive qu'on a dans les acteurs AK. Et c'est pas plus compliqué. Si je montre un tout petit peu de code tout de suite, ça ressemble à un acteur qu'on crée normalement. Voilà les éléments, l'ID, qu'on peut mettre en place. Une première implémentation de receive command. Donc, exactement comme on gère habituellement. Hein. Case, mon objet qui est déstructuré. Si c'est ma commande ici, j'ai pas de test particulier à faire. J'utilise juste la méthode persist qui est là parce qu'on extend de persistent actor. Je passe mon event et je précise bien que c'est un event que j'ai écrit, même si il a les mêmes données. Enfin, dans ce cas-là, c'est un autre objet que j'ai écrit. Donc, je persiste mon event et derrière, je dis que lorsque mon event sera bon, je vais lancer la méthode updateState. Alors, c'est une écriture assez particulière puisque la méthode persist qui prend un event en paramètre va envoyer une autre fonction qui va donner en paramètre l'event qui a été persisté. Donc, en gros, lorsqu'on rentre dans updateState, on sait que l'event a été persisté. On ne change pas le monde avant, on le change une fois qu'on l'a acquis dans le livre d'histoire, disant c'est bon, il a mis la Reine des Neiges dans son panier. Exemple comme ça. Une commande peut pouvoir générer plusieurs events. Donc, à ces moments-là, on les gère l'un après l'autre. Hein. Premier event, je fais ça. Pour mon deuxième event, je peux faire ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que un acteur persistant reste un acteur. Donc, je peux pouvoir lui envoyer des messages qui ne sont pas des commandes et qui ne sont pas des commandes à traiter en event. Par exemple, print. Donc, j'envoie print, je fais comme j'ai l'habitude de faire avec un acteur. Donc, quand on utilise AK persistance, enfin, ça reste AK avec des acteurs. Quoi. Vous n'êtes pas perdu là-dessus. La deuxième méthode, qui s'appelle Receive Recover, c'est le même principe. Quand je reçois un event qui est, par exemple, de type event primaire, là, je rappelle encore updateState. Ça veut dire qu'il y a des events que vous créez et traitez dans le receive command, que vous n'êtes pas obligé de traiter lorsque vous êtes en train de rejouer votre journal d'event, lorsque vous redémarrez votre acteur. Et la view, c'est le même principe. Je vais consommer le journal de qui, j'ai mon ID, et lorsque je reçois certains éléments, est-ce que c'est un objet qui a été persisté, donc qui vient du journal que je consomme? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Et si c'est autre chose, je fonctionne comme un acteur normal. Les trois, pour pouvoir être bien clair là-dessus, lorsque je parle de commande, d'event et de state, si je dois illustrer ça, commande, ce sera, est-ce que tu peux rajouter un user pour moi? À partir du state, là, pour pouvoir rajouter un user, j'ai juste besoin de mail. Donc, quand je parle de state, c'est pas toute la planète de votre application.
C'est les éléments nécessaires pour pouvoir valider est-ce que ma commande, je la valide ou pas, afin de générer des events. Et mon event, comme vous le voyez, il est au passé. Donc, une fois que j'ai validé, dans mon cas, je reçois une commande add user avec mon adresse mail. Je vais juste vérifier si j'ai déjà cet user-là dans ma liste. Cette adresse mail-là dans ma liste qui est dans mon state. Si c'est le cas, je dis, mais non, il est déjà là, ça ne sert à rien de le rajouter. Donc, la commande, je la rejette. Si ce n'est pas le cas, ben, je crée un event disant que, OK, le user dans l'histoire a été créé. Ensuite, à quoi ça correspond dans votre base de lecture, ça, on verra ça plus tard. Mais le principe, c'est vraiment de dire, je récupère une commande. Une fois que je l'ai, je vérifie si on peut la faire ou pas. Et si on peut la faire, je crée des events. Si on ne peut pas la faire, je dis gentiment qu'on n'essaie pas de me le faire à l'envers. C'est pas plus compliqué. Ça vous dirait un petit peu de code? Est-ce que ce que j'ai montré là, ça titille un peu l'intellect? Pas beaucoup, merci. Alors, pour cet exercice-là, je me suis amusé à faire un début d'application qui correspond à ce que j'appelle contestator. En gros, je peux envoyer des contests à des gens pour pouvoir leur dire, par exemple, fais 10 pompes ou n'importe quoi. Et à partir de là, il y a des gens qui peuvent répondre ou pas au contest. On ne va pas tout faire dans cet exemple-là, puisqu'il me reste plus que 24 minutes. Mais le but, c'était de vous montrer une application web qui correspond un peu à une application qu'on peut trouver dans tous les jours, puisque théoriquement, ce genre de choses-là, j'aurais pu me dire, j'ai une base, quelqu'un met un contest, ok, quelqu'un le modifie, ben, je modifie dans ma base de données, et comme d'habitude. Et là, je vais vous montrer comment, avec AK Persistence, on peut avoir des choses qui peuvent correspondre d'une part à ce qu'on veut faire, et nous permettre de faire des features qu'on ne pourrait pas faire si on était en mode développeur 2.0. Alors, pour faire simple, j'ai une route. Bon, là, ça utilise Play, puisque j'ai voulu utiliser Play, mais ça reste complètement indépendant. Il faut juste mettre la bonne... dans le SBT, vous mettez, dans votre build.sbt, vous mettez la bonne dépendance, ça fonctionne très très bien. Je me retrouve donc avec un certain nombre de routes. Je vais rajouter un contest. C'est du coup très basique. Hein, j'envoie un JSON, je récupère le JSON, je le transforme en ma case classe qui correspond à une commande et que je vais envoyer. La partie importante, elle est surtout là. Que je vais envoyer à un acteur qui correspond à mon acteur qui est un persistent actor. Donc on retrouve bien le persistent ID. On retrouve bien les deux méthodes en question et on retrouve surtout pas mal de to-do. Donc je vais tenter un live coding de dernière minute sur le soir. Mais on y quoi, n'est-ce pas? Ah, voilà. Donc, j'ai aidé à préparer un petit truc quand même. Non mais, faut arrêter les gars. Deuxième jour des Vox quand même. Qui théoriquement va fail. Tout simplement parce que c'est pas implémenté. Donc actuellement, j'essaie de faire, c'est juste un post pour pouvoir rajouter un nouveau event et il fail. Parce que évidemment, toute la partie, je reçois une commande et là, je vois que c'est une commande pour rajouter un nouveau contest et moi je renvoie none parce que théoriquement, je dois envoyer l'ID du nouveau contest. Et pour pouvoir ajouter ça, ben, premier élément, comme je disais, j'ai mon state qui correspond à, ici, ma liste d'utilisateurs. Je vais vérifier si l'utilisateur qui m'a demandé la commande a le droit de me demander la commande. J'aurais pu faire un autre test, mais c'était le premier qui venait dans ma tête. Donc ici, j'ai une liste d'utilisateurs. Mon truc est très utilisé, donc il y a un utilisateur qui est moi. Donc je vérifie basiquement si user contains ben, l'ID user qui m'a été passé en paramètre dans ma commande. Si c'est le cas, ben, je fais un truc. Si c'est pas le cas, ben, je renvoie pour dire que ça fonctionne pas comme je veux. Si c'est le cas, bon, j'ai validé tous les éléments qui me permettraient d'écrire dans l'histoire que j'ai créé un nouveau contest.
Vous allez faire la différence entre quelqu'un qui demande... Alors là, j'ai quelqu'un qui demande simplement rajoute-moi un nouveau contest, mais chez moi, je dois générer un ID pour mon nouveau contest. Je dois persister mon event avec mon ID. C'est là qu'il y a une subtilité, en fait. Lorsqu'on a des events, on doit lui mettre tout son contexte. Je ne peux pas dire que je vais enregistrer juste un event disant on a créé une nouvelle commande et pour l'ID de mon contest, on verra plus tard. Parce que lorsque je vais le rejouer, ben, il va me générer un nouvel ID et je risque de me trouver dans des choses un peu bizarres. Donc, le but du jeu, quand vous créez un event, il faut ajouter les données qui vous intéressent, plus le contexte qui est autour. Donc, si vous avez besoin de générer un mot de passe, vous le rajoutez dedans. Idéalement, mettez aussi une date. Ça peut toujours être intéressant de savoir à quel moment a eu lieu cet event-là, pour pouvoir faire des analytiques derrière. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un super... Oh, c'est cool. Je me suis amusé à avoir mon ID ici. Il me manque ce truc-là. Title, je l'ai, c'est cool. Description, je l'ai, c'est cool. Ah, il me faut une date. Ben, on va faire simple. On va prendre peut-être la date du jour. Hein. Et j'insiste sur le fait que... Parce que c'est une erreur que j'ai faite au début, en fait. Je me disais, OK, mais très souvent, ma commande ressemble à mon event, en fait. J'ai même tenté de carrément utiliser le même objet. Alors qu'en définitive, si on prend en considération le fait qu'on ait besoin d'avoir le contexte lorsqu'on crée l'event, là, en l'occurrence, ma date et l'ID de mon contest, parce que ça peut être réutilisé de l'autre côté pour pouvoir générer d'autres events, ben lorsqu'on prend conscience de ça, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, en fait. Alors, moi, j'ai pas fait très compliqué. Hein. Moi, je suis un adepte des helpers, hein. Surtout lorsque on ne montre pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'helper. Et théoriquement, là, j'ai mon event. Je me suis fait avoir. Voilà. Encore. Ah oui. Ah, heureusement que vous êtes là, les gars. Et les dames, excusez-moi. Alors, j'ai mon truc. Là, je peux m'amuser à dire que je vais persister ça. Que je persiste mon event. Et que ben, lorsque mon event est persisté, ben, je renvoie gentiment au sender somme de mon ID que j'ai généré plus haut. Ah, donc, évidemment, ID, tech. J'ai un truc en trop. Ah oui. Finalement, la couleur était nécessaire. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Oh, OK. Et j'ai un ID. Mesdames et messieurs. Donc là, on va s'amuser. Je me dis, voilà, j'ai réussi à créer mon event. Et là, ça fonctionne. En plus, pour les gens qui critiquent le Scala, hein, ça a compilé assez vite quand même. Hein. Allez. Non, mais l'État, on peut se permettre. Donc moi, je me dis, vas-y, c'est cool. Donc si je veux regarder ma liste de contests... Ah mince. Ma liste de contests, elle est toujours vide. Ben oui. Parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est pouvoir créer mon event qui correspond bien à mon besoin métier, vérifier qu'on ne peut pas avoir, que l'utilisateur qui demande à mettre la commande a le droit de l'envoyer. Mais je n'ai pas du tout fait l'autre partie, pouvoir mettre en place la partie lecture. Alors, il y a deux façons de le faire. La façon qu'on trouve dans la documentation, c'est l'utilisation des views. Comme je l'ai dit, il peut manger le journal d'un persistent actor et pouvoir faire des choses avec. Ce n'est pas celle que je vais utiliser tout de suite. Pourquoi? Parce que les persistent views, le problème qu'il y a, c'est que c'est asynchrone et qu'il peut avoir un délai entre lorsque j'ai persisté mon event au niveau de mon persistent actor et quand est-ce que la view va la récupérer.
Et ça peut faire très bizarre si je suis sur une page où je mets un truc dans un panier qui me renvoie sur une autre page, et quand je suis sur l'autre page, eh ben, il n'y a rien dans le panier, en fait. Parce que la persistent view n'a pas encore reçu l'event en question. Donc, le lag en question, on peut l'utiliser, on peut le paramétrer en réalité. Par défaut, c'est 5 secondes, si je ne dis pas de bêtises, mais on peut le paramétrer. Mais ça fait bizarre. Alors, moi, la technique que j'utilise à ces moments-là, c'est plutôt dire ici. Alors, je me suis amusé à avoir ce qu'on appelle un memory projection, où je rajoute un objet qui s'appelle contest, où je mets son ID. C'est l'ID que j'ai généré ici. L'ID user. Et il a besoin de quoi encore? Title et description. Et moi, je le fais ici. Pourquoi? Parce que théoriquement, lorsque j'ai envoyé avec un ask ma demande de traitement de ma commande. C'est-à-dire que de l'autre côté, au niveau du contrôleur, mon code, il attend encore que je lui rende quelque chose. Théoriquement, l'ID du contest que je veux rajouter. Je peux me permettre de dire je persiste. Il attend toujours. Quand j'ai fini de persister, je peux envoyer mes affaires en lecture, enfin actuellement dans mon memory projection. Et à ce moment-là seulement, je peux renvoyer l'information, ça revient au contrôleur, et le contrôleur lui tend la main de l'autre côté pour pouvoir lui donner l'ID. Alors, tant que vous n'avez pas besoin de faire de calcul qui prend 2 minutes, ben, ce genre de manipulation est complètement faisable, en fait. Tant que c'est juste dire je crée quelque chose, je le mets à un endroit. Moi, je vous conseille d'utiliser les views seulement pour des choses qu'on va voir tout à l'heure, tout ce que vous pouvez faire qui peut être complètement asynchrone. Vous avez besoin de faire un CSV pour le gars de l'analytique avec tous les contests. On peut se permettre de le faire plutôt avec une vue. Comme ça, c'est une vue qui est dédiée CSV. Vous voulez le mettre dans un MySQL, vous faites une vue MySQL, et qui est 5 secondes de delay, en général, ça ne cause pas trop de problèmes. Donc, rebelote. Ah oui, idiot. Je vous ai montré le receive command ici. Mais comme je vous dis, il y en a deux en fait. Il y a le receive command et le receive recover. Donc là, si je balance un nouvel élément ici, théoriquement, je le trouve. Parce qu'automatiquement, il a pris en compte le fait que je lui ai dit tu le mets dans la projection en mémoire, et quand je fais le get, il le récupère sans problème. Par contre, la première que j'ai faite, eh ben, à aucun moment je la rajoute en mémoire, donc il dit moi je ne l'ai pas celui-là. Et c'est là qu'intervient le receive commander pour dire qu'à chaque fois que je reçois, à chaque fois que je vais recevoir un contest add, qui correspond à l'event que j'ai mis dans le journal, ben, je vais juste faire la même chose. Et là, je retrouve mes deux éléments. Alors, je précise que le fait que j'ai modifié, vu que j'utilise Play, en fait, le fait que j'ai modifié le code, il recompile, ensuite il relance l'application, ensuite il récupère donc dans mon journal mes différents éléments pour pouvoir les faire appeler par le receive recover, et du coup, il me met les choses en mémoire. Donc, tout ce qui se fait un peu rapidement là, c'est juste un redémarrage de l'application, en fait. Et avec ce genre d'éléments, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez un événement qui correspond à un scénario que vous avez mis en place et que vous voulez tester des choses qui ne fonctionnent pas, le Dev 3.0, il n'a pas peur, no fear. Ça ne fonctionne pas, attends, je n'ai pas à refaire le scénario à la main puisque le scénario il est dans mon journal. Donc je veux voir pour pouvoir le mettre dans telle base et faire des perfs. Ah, c'est pas super comme ça, je veux le faire plutôt avec un Mango. Ben, je fais une vue qui correspond à ça, le scénario est déjà là, et vous êtes sûr que c'est le même scénario. Et c'est faire ce genre d'ouverture-là en utilisant de l'event sourcing et du CQRS comme ça, et avec l'aide d'Aka, qui, entre nous, je pense que tout le monde ici avait du code beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est vraiment pas, enfin, je peux même pas me la péter de dire, hé, les gars! Non, il n'y a rien, en fait. Simplement, on peut avoir quelque chose qui, déjà, au flair, nous permet d'avoir pas mal de choses. Oui.
Lorsque tu démarres l'application, en fait. Donc là, si vous le redémarrez encore, il y aura les mêmes événements qui vont s'ajouter dans votre liste. Là, mes events, ils sont dans ma mémoire, en fait. Mais là, si vous redémarrez, Ouais, bon, on peut redémarrer, hein. No fear. Là, je suis dans un memory production, donc lorsque je redémarre, ma mémoire elle est vide, et ensuite je la refais rentrer en fait. et quand on va faire le get list, Et lorsqu'on va faire le get list, je vais me retrouver avec mes deux seuls éléments. Puisque je rejoue, je pars de zéro et je rejoue. Là, je montrais un truc un peu plus Allez, on va faire vite. Parce que si je ne montre pas ça, je vais mal dormir ce soir. Là, on va essayer de faire un truc un peu plus drôle. C'est utiliser essayer de remplir une base de données Mango avec le même principe, mais en utilisant les views. Donc, je baisse ça, parce que ça ne se fait pas. C'est tout bête, hein. J'ai une vue qui extend persistent view. Je définis mon ID. Le journal de qui que je vais devoir consommer. Et à chaque fois que je reçois un contest add, qu'on commence à connaître maintenant, ben je lui dis, ben, tu me le mets dans Mango, en fait. Et on va voir si j'ai encore un bon karma. Voilà. Alors, j'en ai bien deux ici. Ah, déjà j'ai une base que je n'avais pas tout à l'heure là. Oh, y a-t-il des éléments dans cette base? Et je me retrouve avec mes deux commandes qui correspondent. Enfin, on peut comparer si vous voulez vraiment avec un huissier de justice, mais c'est exactement les mêmes éléments qui sont là en fait. C'est exactement les mêmes éléments. Et il me reste 9 minutes. Allez, vite, vite, vite. Je vous montre juste comment on peut faire la même bêtise avec, pour générer un CSV. C'est exactement le même principe. Persistent view, view ID. J'ai mon persistent ID. J'ai juste une petite moulinette qui dit on va créer un CSV. Enfin, rien de bien compliqué. Hein. C'est des textes séparés par une virgule ou un point-virgule en fonction d'où est-ce qu'on est sur la planète. Et une petite méthode où je me permets de dire, ben, pour chaque truc, je rajoute juste une liste. Tech. Ça compile. Je reviens ici. Si je fais ça, que je l'ouvre, que number se lance, je me retrouve avec mes deux éléments. Et là, c'est amusant, c'est que je me dis, ah mince, j'ai oublié de mettre la date. Ah ben, no prob. No fear même. Je rajoute ma date ici. Alors. Oh, ma date. Et vous voyez la tranquillité d'esprit que vous pouvez avoir lorsque vous commencez à sauvegarder, non pas les modifications en disant j'ai bien modifié ou pas, j'ai bien modifié ou pas, et juste les events qui sont des actes historiques qui pourront vous servir par la suite pour faire des statistiques, pour pouvoir faire enfin tout et n'importe quoi. Ça ouvre une perspective qui actuellement n'est pas du tout utilisée avec notre façon de développer actuelle. Actuellement, il n'est pas utilisé avec notre façon de développer actuellement. Vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Je vais l'arrêter là sur le code. De toute façon, je mettrai d'une façon ou d'une autre sur GitHub le projet. Non, il est déjà sur GitHub. Donc, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails et vous amuser à faire des choses, bon, vous avez vu, il n'y a rien de bien méchant. Ouais. là pour le coup, dans Mongo, comment je peux. Ah, mince alors. Allez, je prends une minute quand même là-dessus. Non. Bon, j'avoue, j'ai feinté un peu. Dans Play Framework, il y a la classe globale que vous pouvez mettre et vous pouvez définir qu'est-ce que vous voulez faire avant le lancement de l'application. Et une des choses que je fais avant le lancement de l'application, c'est supprimer ma base. Mais tout l'intérêt est là, en fait. Parce que si ma base, avec l'event sourcing, ma base, elle est jetable, je veux dire. Parce que les éléments qui sont dans ma base, je peux les régénérer. Si j'en ai 1 million, j'aurais bien voulu partir de
Mais si tu as 1 million, ça veut dire que tu commences à faire des snapshots au niveau soit tes vues ou de tes acteurs persistance. Et si tu fais des snapshots à ce moment-là, tu peux dire, quand je fais ma snapshot à ce moment-là de mon acteur, je fais une snapshot de mon Mongo. Alors, pas sous forme de snapshot, mais on se comprend. Et pouvoir récupérer des choses comme ça. Soit, il y a un travail intellectuel à faire pour pouvoir dire, si j'en ai trop, comment je le gère. Mais c'est faisable. Non, mais c'est ça qui est le plus important. C'est que très souvent, on se met des limitations. De toute façon, j'attends les questions pour pouvoir donner les autres limitations. Je sens qu'elles vont arriver, là. Mais j'ai pas peur, no fear. Mais c'est faisable, et c'est ça qui est le plus important. Ça va vous permettre de rentrer dans une autre optique, de pouvoir faire les choses, de dire, je suis bloqué dans ma base Mongo. Non, ma base Mongo, au pire des cas, si elle est pourrie, je la jette. Je fais une autre application qui utilise exactement mon même modèle, non, je la jette pas tout de suite. J'utilise ce qu'elle a, je crée une autre base à côté avec mon même modèle. Une fois qu'elle est remplie, même si c'est le week-end, hein, vous travaillez pas samedi, dimanche quand même. Vous le lancez vendredi soir, lundi matin vous arrivez, vous avez votre nouvelle base, vous switchez. Votre base relationnelle, il y a des choses en trop. Oula, c'est rouge quand c'est pas bon. Votre base relationnelle, il manquait une colonne, ben vous la supprimez. No fear. Je suis très en retard, donc j'espère que je ne serai pas le seul à danser, mais que tout le monde dansera avec moi concernant la persistance. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en mode ouais, ça me semble suspect ce truc. Oui, il y a des limitations. Là, actuellement, il y a un seul writer. Donc, il y a un seul qui récupère toutes les écritures. Il y a des travaux qui sont en marche pour essayer de faire des choses un peu, plusieurs writers qui se synchronisent, mais actuellement, il n'y en a qu'un seul. Mais c'est un projet qui est encore expérimental. La migration d'events, ça peut être très fun. Parce actuellement, quand vous sauvegardez un event, c'est vraiment du binaire. Donc, si je rajoute un champ, Akka Persistance me dit que je ne connais pas ce truc. Et j'ai perdu, là, par contre, toutes mes données. Mais il y a des choses qui sont faisables. Soit je passe par une application intermédiaire pour pouvoir créer mon nouveau journal, Akka, normal, enfin, il n'y a rien de bien méchant. Soit je rentre dans un journal qui est plus générique, avec du JSON si vous voulez et tout, et c'est lui que j'utilise pour pouvoir créer mon nouveau journal. Donc c'est faisable. Et oui, comme je disais, c'est un journal qui est très orienté Akka, c'est-à-dire c'est le binaire. Alors, il y a un moyen de pouvoir gérer votre propre sérialisation, des choses comme ça. Mais actuellement, sérialisation Java normale, qui peut prendre un peu de temps à sérialiser. Donc, quand on a des problèmes de performance parfois, c'est à cause de ça. Mais je me suis amusé ce matin vers 2h du matin à balancer 10 000 requêtes. Ça m'a pris 9 secondes. Non, à rejouer 10 000 events, ça m'a pris 9 secondes, ce qui fait une belle moyenne quand même, je trouve, en termes d'écriture. Et vous avez vu le redémarrage, c'est pas beaucoup plus lent. Conclusion, messieurs, dames, Akka Persistence, c'est un truc à regarder de très près. Mais pas que ça, l'event sourcing et CQRS, c'est un truc à regarder de très très près. Parce que je pense que les applications de demain auront besoin de choses comme ça pour pouvoir vraiment être intéressant et intégrer des données qu'on n'intègre pas actuellement. Donc c'est un design proactif, évolutif, et en plus un développement qui est orienté métier. Et on se rapproche beaucoup du DDD. Je suis pas un pro DDD maximum, mais on se rend compte que de plus en plus le métier, on est obligé de le rajouter dans nos applications et il n'y a pas de couche entre les deux. Avez-vous des questions? Il me reste 3 minutes. Ouais. Le journal par défaut, c'est un fichier texte. Il existe des implémentations avec Kafka, avec Mongo, avec Postgres, avec MySQL, enfin, il y a pas mal d'implémentations qui existent pour pouvoir mettre le journal où on veut. Et les gars, ils poussent même encore plus, puisqu'ils essaient de dire, OK, maintenant, tu me mets le journal chez toi, mais est-ce que tu peux t'arranger pour que ça soit pas du binaire, pour que je puisse faire du stream AK derrière, pour pouvoir générer d'autres éléments. Donc, on commence à rentrer dans des trucs super intéressants, quoi. 2 minutes, une autre question. Vous avez tout compris ou c'était pas intéressant? Ah oui, la question, je devais le dire au micro, c'était où était le journal? Voilà. On m'a dit de redire les questions au micro. Plus de questions? Ah oui. Comment tu gères la purge des événements Pourquoi gérer une purge? Si ton journal est trop gros, comment tu fais Mais, par rapport à ton file système ou ta BDD? si mon journal est trop gros, je me rends compte à l'écriture de l'event de trop. À ce moment-là,
Si tu es sur le cloud et que c'est un file système distribué, ben, tu fais ce que tu as à faire. Si tu es en base de données, ben, tu essaies de... Enfin, c'est exactement le même problème que si tu as ta base de données sur un serveur et qu'il n'y a pas assez d'espace. Le gros avantage qu'il y a, c'est qu'au pire, tu peux... Non, même pas. Tu le déplaces, en fait. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Si c'est dans le fichier, ben, au pire, tu le zippes. Tu prends un truc qui est plus d'espace disque. Tu dézippes ton truc et c'est reparti. Hein. Ah oui, il faudra enlever le lock. Si c'est le système de fichier que tu utilises, puisqu'il y a un lock par défaut. Mais c'est tout, en fait. C'est pas plus embêtant. Oui, pour remettre à zéro mon application, il y a un répertoire journal, je le supprime, quoi. Et j'ai une application toute neuve, quoi. C'est vraiment pas plus compliqué. Il reste 1 minute. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas regretté de ne pas avoir posé la question? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup.